vous allez voir que c'est copieux néanmoins. Une de matière dite légère avec la sanction en fin de semestre d'un oral écrit. Qu'est-ce qui vous perturbe avec l'oral écrit? Je parle un petit peu des examens plus tard. Je voudrais vous dire que je vous souhaite donc à tous une excellente rentrée en présentiel. Et j'espère qu'elle décuplera chez vous l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir ces matières nouvelles qui vont nous être enseignées ici, et l'envie d'approfondir toujours plus ces disciplines et vos connaissances. Votre génération en aura besoin. Génération en aura besoin parce que c'est, on va dire, vous qui porterez la charge sans doute des conséquences de la crise tout de même assez formidable que nous venons de traverser. Je vais donc vous enseigner le droit international privé sur une base hebdomadaire, 2 heures tôt le mardi matin, je suis heureux de voir que ça ne vous a pas dissuadé, 1 heure tôt le vendredi matin, j'espère que là encore ça ne vous dissuadera pas. J'avais prévu ce vendredi, ça vous a dû. Est-ce que d'abord chacun d'entre vous est enfin titulaire d'une inscription administrative? Bon, alors c'est peut-être pas le cas de tous les étudiants du master, mais qui êtes là, c'est apparemment le cas. Ça vous donnera accès pour ceux qui sont des nouveaux venus à ça, tout l'intranet, toute la bibliothèque à distance, toute une série de facilités, et aussi lorsqu'on pourra y avoir exceptionnellement recours aux outils numériques et aux outils d'accès à distance. Je ne sais pas très bien ce qu'il en est de l'enregistrement de ce cours, mais traditionnellement je ne m'y oppose pas, en tout cas avec une rediffusion temporaire. J'avais prévu un cours de rattrapage anticipé ce vendredi pour anticiper une absence qui aura lieu en fin de semestre et aussi pour permettre d'avoir un petit peu d'avance sur les travaux dirigés. Malheureusement, je subis un deuil récent, je ne serai donc pas avec vous vendredi. Par contre, j'enregistrerai sans doute une 3e heure pour que vous puissiez vous mettre en route. Ces semestres sont très courts. Vous aurez le plaisir ou le déplaisir de m'avoir 12 semaines devant vous. Ça passe très vite. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Vous aurez ici un cours magistral classiquement conçu. Moi, je n'ai pas été éduqué ou je n'ai pas été initialement éduqué dans les facultés françaises. Et en Allemagne, j'étais face à des professeurs qui n'étaient pas là pour télécharger le manuscrit, mais qui parlaient sans notes, sans plan, et qui parlaient de conviction sur les points qu'ils souhaitaient approfondir, sachant très bien que les étudiants travailleraient la matière là où elle est largement disponible. Bien, ce ne sont pas les traditions françaises. Il m'arrivera d'improviser un petit peu, mais rassurez-vous, vous aurez un cours classique. Par contre, vous avez compris que vous étiez définitivement passé dans le monde pré-professionnel, le monde des grands, c'est le master. En master 2, en tout cas, dans le régime ancien, c'est un régime d'enseignement où l'étudiant est actif. Malheureusement, ça vient trop tard dans les facultés françaises. Vous êtes beaucoup trop réduit en situation de passivité. Le job de l'étudiant, c'est on est sérieux, de venir en cours, de soigneusement prendre en note, d'apprendre et de recracher, c'est pas ça, comment dire, la vie professionnelle est, c'est pas ça que l'université devrait idéalement vous apprendre, vous inculquer. Moi, je n'aime pas par cœur, même si par la force des choses, que c'est un oral écrit avec, comment dire, des conditions d'examen limitées, par la force des choses, il y a un certain nombre de connaissances fondamentales qui sont acquises, mais je n'aime pas par cœur. On n'entre pas en droit quand on entre en religion, la matière, le matériau brut est toujours facilement accessible à portée de main. Donc la question, ce n'est pas de le connaître, la question, c'est de l'identifier, la question, c'est de savoir si c'est sérieux. Donc, un enseignement d'initiation, comme ça va être mon cas au droit international privé, la matière, vous le savez, est offerte sur toute l'année. Donc nous allons voir la partie générale du droit international privé et au second semestre, il y aura un enseignement poursuivi avec des régimes particuliers. Mon idée, c'est, et ces dernières années, j'y arrivais à peu près, de
de vous présenter l'intégralité des institutions fondamentales de cette matière, de vous les faire comprendre, en exprimant le désir, en ayant le souhait aussi, pour une discipline, vous allez le voir, riche et ancienne, aussi nouvelle que le droit du travail, que le droit de la sécurité sociale, avec le souhait, et j'en exprime le désir dès ces 20 minutes devant vous, que vous fassiez point d'esprit d'initiative, c'est-à-dire que vous preniez activement en charge votre formation dans cette discipline. Et ça veut dire quoi dans le monde classique? Mais je ne suis pas sûr qu'on ait inventé tellement mieux que ce monde classique. Ça veut dire d'avoir le réflexe d'aller fréquenter des livres. Il en existe beaucoup dans cette discipline et je ne vais pas être trop étroitement prescriptif. Il en existe beaucoup, des très grands aux très petits. Les très petits ne vous apporteront, les manteaux, etc., ne vous apporteront sans doute pas beaucoup de choses de plus que ce que je présenterai ici. Les très gros, pour ceux qui sont déterminés à s'investir dans cette discipline, je vais essayer d'expliquer ce matin d'abord. Les très gros, c'est un investissement pour l'avenir. Vous pourrez travailler avec ce livre pendant 1, 2, 3, 4 semestres. Et puis l'expérience montre que des bons étudiants qui ont apprécié un livre, 15 ans ou 20 ans après, ils ont l'édition actuelle dans leur bibliothèque professionnelle, c'est-à-dire que c'est devenu un petit travail. Donc il en existe beaucoup, mais parmi les plus gros, moi j'ai été, comment dire, par bonheur pour moi, peut-être par malheur pour le lecteur associé à un très gros livre qui est un traité chez LGDJ, qui fait 1000 pages, qui avait été écrit dans ses premières éditions par un professeur dans cette maison qui a enseigné ici de 1985 à 2005, Bernard Routy. Le livre est gros. Je vais le suivre et je vais traiter à peu près la moitié de ce livre, c'est-à-dire 550 ou 600 pages, la partie générale, l'introduction et la partie générale. Je relisais en préparant à venir vous voir cette semaine, la semaine dernière, l'introduction. L'introduction est grosse, elle est copieuse. Je pourrais comprendre, j'aurais de la sympathie pour des premiers lecteurs qui diraient j'ai un peu une sensation de surabondance ou d'indigestion. Donc, ce que je veux vous conseiller, c'est pas de vous ruer tous uniformément sur tel ou tel livre, c'est aussi une question très subjective, c'est de savoir si on apprécie un format, une écriture, si on arrive à digérer, à travailler efficacement dans un livre tel qu'il est formellement et intrinsèquement configuré. Donc profitez de ces premiers jours pour aller lire les introductions dans un ou deux manuels ou traités, et puis vous ferez vos choix. Mais cette idée que tout ne se joue pas là, c'est une idée absolument fondamentale. Idéalement, j'aimerais n'être qu'un motivateur, qu'un exemplificateur auprès d'étudiants autonomes et travaillant par eux. On est dans la pratique un petit peu, on est dans la réalité, vous comme moi, un petit peu loin de cet idéal, mais retenez s'il vous plaît cette idée. Et pour l'examen de fin d'année, que ce soit l'examen court ou l'examen long, je récompense à égalité le savoir et le savoir-faire, c'est-à-dire l'intelligence juridique générale. Donc même quand il y a une épreuve d'une heure et demie, il y a toujours une question. Il peut y avoir un petit cas pratique, parce que la vie du droit, c'est bien la mise en pratique des règles. Et il peut y avoir une question de réflexion. Et moi, j'aime bien être exigeant, j'essaie d'être un peu exigeant avec moi-même, j'aime bien être un peu exigeant avec les interlocuteurs. Donc, ce n'est pas des petites questions, c'est des vraies questions. Les réponses ne sont pas forcément évidentes. Donc, le savoir et le savoir-faire, ça vaut aussi pour l'examen terminal de 3 heures. Normalement, vous avez été durement sélectionné. Tous les exercices des facultés de droit doivent être désormais dépourvus de secret pour vous. Le commentaire d'arrêt, le commentaire d'arrêt comparé, le commentaire de texte, le commentaire de loi, etc. Des exercices hybrides ou combinés. Il arrive tristement tout de même que l'on fasse ce constat au mois de janvier d'une année de maîtrise ou au mois de mai, que les étudiants butent sur des difficultés méthodologiques parce qu'ils écrivent trop ou que ça n'est pas clair. Bon. Donc, voilà, la difficulté n'est pas toujours là où on l'attend. Je ne
plusieurs difficultés de droit et ou de fait, présentées devant telle ou telle juridiction. Pour les travaux dirigés, le fascicule est prêt et il n'excède pas 100 pages. J'ai du respect dans une certaine mesure. Pour ceux qui soit sont un peu paresseux, soit ont d'autres centres d'intérêt dans la vie que le droit. Bien. Dans cette mesure, je comprends qu'on ne souhaite pas nécessairement consacrer ses jours, ses week-ends et ses nuits au follow-up des cours qui sont dispensés ici et à la préparation des travaux dirigés. Donc j'ai toujours dit, je n'ai jamais dit autre chose quel que soit le enseignement, que pour moi, une séance de travaux dirigés, il va y en avoir 10 dans l'année, c'est une grosse demi-journée de travail pour quelqu'un qui a suivi le cours et qui connaît le cours correspondant. C'est une grosse demi-journée de travail. Alors évidemment, avec toutes ces facilités, toutes ces distractions de côté, si on passe son temps à répondre aux SMS et à suivre les fils WhatsApp et Facebook, la demi-journée peut se transformer facilement en une journée et demie. Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa demi-journée. Donc des fiches qui sont compactes, des fiches où pour la plupart du temps je m'exprime moi-même au début de la fiche, pour dire un petit peu où on va dans cette fiche, et des fiches où il n'y a pas tellement de références d'érudition. Je considère que quand on découvre une matière, il faut se confronter aux sources primordiales. La loi, les conventions internationales, je parlerai des sources, probablement dans l'heure enregistrée qui complétera les 2 heures qu'on va passer ensemble cette semaine. Les sources primordiales, il est important que les jeunes juristes que vous êtes se confrontent très directement aux sources primordiales, sans filet. Et puis ensuite, les commentaires savants, ça c'est quand on a du temps, quand il y a d'enjeu, c'est pour le raffinement. Donc, travaillez la matière correspondante, travaillez le matériau qui est dans la fiche, et vos chargés de travaux dirigés ne sont pas là pour faire un cours bis. C'est le travers typique du chargé de travaux dirigés, mais ce n'est pas son job. Son job, c'est de répondre aux questions. Et son job, c'est de vous montrer dans la proximité, dans la confiance aussi. Le grand travers dans cette maison, c'est que les étudiants, se sachant noter, ne soient pas intervenir. C'est tellement dommage. Donc, la mission de vos chargés de travaux dirigés, c'est dans la proximité et en petits groupes, vous montrer tout simplement ce qu'un étudiant avancé peut faire sur l'exercice que vous aviez à accomplir. Une séance de travaux dirigés réussie, c'est une séance où chacun s'est confronté à un exercice là accompli et comprend pendant la séance de la semaine d'après comment il aurait pu éventuellement faire mieux. Donc, 2 heures, 1h30, 2 heures pour la découverte des documents, 1h30, 2 heures pour la confrontation des documents. En plus, c'est les conditions de l'examen. Ceux qui ont des difficultés à performer en conditions d'examen, il n'y a rien de mieux que s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Si vous êtes entraîné 10 fois, bien au mois de janvier, il n'y aura pas de difficultés particulières. Bon, voilà ce que je voulais dire à peu près pour démarrer. Ceux qui, au cours de ce semestre, se sentent naître des vocations particulières ou un intérêt particulier pour le droit international privé, même citation en matière légère, n'hésitez pas à venir me voir à tout moment. Un peu plus tard, dans la saison, sans doute, on organisera une réunion s'il vous faut. Et vous êtes maintenant dans des silos, vous êtes dans des rails pour 2 années, ce ne sont pas des rails inflexibles, ce qui signifie que si quelqu'un a un regret, si quelqu'un s'en est une vocation, eh bien, des réorientations pourront être possibles. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. Oui, j'indique une dernière chose qui peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit jusqu'alors. Donc j'ai parlé de la littérature. Allez, pour ceux qui ne sont pas parisiens, traversez le jardin du Luxembourg, ça vous donnera un beau point de vue sur le quartier. Et allez rue Soufflot, vous avez des superbes librairies juridiques. Demandez qu'on vous montre le rayon droit international privé, vous serez servi. Alors j'ai parlé de cela, mais je n'ai pas parlé des autres sources, notamment des sources premières. C'est une matière où il y a traditionnellement beaucoup de jurisprudence.
des conventions internationales, et puis beaucoup de droits européens, beaucoup de droits dérivés européens, des règlements européens. Je n'ai pas reproduit, je n'ai pas fabriqué de fascicule avec tous les règlements européens. D'abord, ça existe dans le commerce, il y a quelque chose qui est assez peu onéreux dans le commerce, et surtout, comme il ne va pas y avoir dans les travaux dirigés beaucoup de cas pratiques dans les premières semaines, j'ai considéré que ça n'était pas inévitable, que ça pouvait être bon, bénéfique, pédagogiquement parlant, que de vous laisser aller chercher ces textes sur Internet, les appeler sur l'écran. Et quand je les présenterai en fin de cette semaine ou la semaine prochaine, les règlements européens, et ce que je vous demanderai, c'est d'aller, quel que soit votre régime d'examen, les appeler à l'écran pour voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Ils ne sont pas toujours très longs. Il y a des considérants, on n'est pas obligé de lire tout de suite les considérants, il faut commencer par les règles de droit dur, voir à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de meilleure introduction que d'aller voir à quoi ressemblent ces règles positives qui sont regroupées par commodité dans la discipline que l'on appelle le droit international privé et à laquelle je vais introduire dans maintenant quelques minutes. Bien. Donc, allez regarder ces règlements. Et pour les examens terminaux, là, par contre, je suis parfaitement cohérent avec ce que je vous ai dit, il n'y aura pas de par cœur attendu. Si un règlement européen est exigé pour la résolution de l'exercice, ce règlement ou ces dispositions pertinentes en forme d'express seront reproduites en annexe au sujet d'examen. Donc, allez vous-même activement à la recherche de ces sources premières. C'est tout de même beaucoup plus facile qu'à mon époque, il fallait aller dans les sous-sols poussiéreux des bibliothèques. Aujourd'hui, tout est accessible à portée de main. Ça vous permettra aussi, s'agissant de l'Union européenne, de découvrir les sites européens. Et puis, les arrêts de la Cour de cassation, suivant l'humeur, suivant l'ambiance, soit je les donnerai avec généralement, les arrêts très anciens, je les cite juste par leur nom. On a toujours l'habitude de les appeler par leur nom. Et avec leur année, les arrêts très récents d'actualité, là je vous donnerai le numéro de pourvoi, même si Légifrance s'est considérablement dégradé ces années. Mon Dieu, c'est pas difficile, on passe à Légifrance, on tape le numéro de pourvoi, on a tout de suite la décision. Et aujourd'hui, je me suis baladé dans Paris très léger, de bonne heure, juste avec ce petit livre jaune, qui n'est plus édité aujourd'hui, qui sans doute n'est plus en vente, mais voilà, c'est un peu la Bible de l'internationalisme classique. C'est peut-être reconnu une collection que vous connaissez, ça s'appelle Les Grands Arrêts, c'est un recueil de grands arrêts chez Dalloz, ça s'appelle Les Grands Arrêts de la jurisprudence française du droit international privé, deux auteurs de cette maison, contemporains de Bernard Rodi que je citais tout à l'heure, Bertrand Selle, Yves Lequette, deux auteurs de cette maison, avec un recueil d'une centaine de décisions, principalement de la Cour de cassation, mais pas toujours de la Cour de cassation. Une centaine de décisions qui, allez, je vous le premier grand arrêt, on est au 19e, on est en 1814, la Cour de Paris, un arrêt de Busquetta, les grands arrêts qui, de 1814 jusqu'à 2005, ont fait l'histoire et ont forgé le droit positif au plan systématique qu'est aujourd'hui le droit international privé. Et Busquetta, puisque je l'ai sous les yeux, je ne les cite pas au plaisir de vous dire ce dont il s'agissait. Il s'agissait, je lis le résumé, d'un moine capucin espagnol défroqué, un ecclésiastique, en rupture de ban, en rupture de vœux, qui avait sans doute dû être pourchassé, parce que ce type de manquement à l'époque était sévèrement réprimé. Un ecclésiastique espagnol, donc, en rupture de ban, qui avait franchi les Pyrénées, qui était en France, qui avait trouvé une fiancée et qui était désireux de contracter une nouvelle vie. Le pouvait-il? Et, question à laquelle peut-être tout à l'heure nous serons rendus, selon quelle loi, la loi française ou la loi espagnole, fallait-il apprécier la capacité de cet ecclésiastique d'État à contracter mariage? Le droit espagnol, qui a toujours été sur ces deux derniers siècles, le royaume d'Espagne a toujours été
plus proche de la religion catholique que les différents régimes français, le droit espagnol fulminait à l'époque une inaptitude rigoureuse des ecclésiastiques à contracter mariage. Que fallait-il décider en France où la question se posait? Alors, sans transition, mesdames, messieurs, un chapitre introductif, ou un titre introductif. Il y aura trois grandes subdivisions dans ce cours, deux parties principales plus copieuses et ce titre ou ce chapitre introductif. Chapitre introductif donc qui ne porte pas d'intitulé, il n'en a pas besoin puisque c'est une introduction, et qui sera divisé en trois sections, trois paragraphes. L'une intitulée cette fois-ci Première vue sur le droit international privé, et les deux autres tentant de vous faire comprendre deux périmètres, deux positionnements différents du droit international privé. Le droit international privé au sens large, à quoi correspond cette matière dans cette plus vaste proportion, et le droit international privé au sens étroit. Voilà le programme de réjouissance pour ce chapitre introductif. Première vue sur le droit international privé, c'est ce qui va nous occuper largement ce matin. En trois temps, et tout d'abord avec une définition de travail. Pourquoi je l'appelle définition de travail? Quand j'étais à votre place, quand j'avais encore 20 ou même 30 ans, je détestais les définitions. Et plus j'ai avancé dans les études juridiques, plus je détestais les définitions. Pourquoi? Quand c'est une définition légale, on la respecte pour ce qu'elle est, le législateur a parlé, mais quand c'est une définition doctrinale, très souvent, comment dire, ce sont de vieux a priori, charriés de génération en génération, et quand on creuse une discipline, quand on creuse des régimes juridiques, on se rend souvent compte que les définitions sont défaillantes. Voyez par exemple les définitions formidablement difficiles en droit français de ce qu'est le bien, de ce qu'est le droit de propriété, de ce sur quoi il porte. Donc une définition. Alors, j'ai un petit peu vieilli, malheureusement, depuis l'âge de 20 ans, et j'ai fini par comprendre que tout de même des définitions, même si elles peuvent être à la marge réductrice concernant, elles ont une valeur pédagogique et permettent de situer un petit peu les problèmes. Donc c'est une définition de travail, mais c'est une définition qu'il faudra surtout un jour mettre à la poubelle, déchirer et remplacer par la définition meilleure que vous serez vous-même forgée. Donc elle n'a pas, vous voyez, de grande ambition scientifique, elle est simplement là pour entrer en matière. C'est pour ça que c'est le premier point, cette définition de travail. Qu'est-ce que le droit international privé? C'est l'ensemble des règles qui s'appliquent, qui régissent les relations privées internationales, l'ensemble des règles qui s'appliquent aux relations privées internationales, on peut le dire autrement, avec un néologisme, l'ensemble des règles qui s'appliquent aux relations privées transfrontières, celles qui traversent les frontières, en anglais cross-border, l'ensemble des règles qui s'appliquent aux relations privées internationales, transfrontières, à quoi l'on ajoute parfois aussi celles qui fixent tout ou partie du statut international des individus, du statut international des personnes. Alors, je vais commenter un tout petit peu cela, je vais développer cette définition, mais ça va être le rôle de tout ce semestre que de l'incarner, cette définition. Donc, le droit international privé est un droit qui régit les relations unissant des particuliers. Personne physique, personne morale, bien sûr. Le droit international privé, c'est le droit international des individus par rapport au droit international public, qui est le droit international des États. On voit bien cette superposition, et vous connaissez normalement à ce stade le droit international public, au moins général ou élémentaire. Ces sujets évidents, ce sont les entités souveraines, les organisations internationales, aussi à côté. Ce sont des
des personnes morales de droit public dotées d'un certain statut qui les fait entrer dans l'ordre réellement international. Ça, c'est le droit international. Nous sommes en dessous. On n'est pas à hauteur d'horizon de ce grand droit des rapports diplomatiques ou des rapports intellectuels. On est en dessous. Ce sont les relations internationales qui se nouent entre les particuliers. Le droit international privé, c'est un droit qui est fait pour et qui est accessible aux individus. Et qui est pensé, et qui est écrit, je vais dire dans un instant, dans leur intérêt. Principalement dans leur intérêt. Alors, me direz-vous, en marge de ces vues géographiques ou schématiques simplifiées, les relations entre États, les relations entre individus, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, il peut aussi y avoir du transversal. Il y a aussi des relations qui sont nouées entre des particuliers et des États. Tenez, l'année dernière, je n'ai pas parlé des revues. Il y a une revue générale, il y a deux revues spéciales. Il y a la revue critique de droit international privé, je ne le dis pas, vous verrez ça partout. Et il y a une autre revue qui est la revue critique de droit international privé, c'est la revue Dalloz. Et il y a une autre revue qui est tenue sur base trimestrielle par LexisNexis, ça s'appelle le Journal de droit international. Et je tiens au Journal de droit international, une fois par an, une chronique annuelle sur tout le droit international privé de l'Union européenne. Et dans la chronique qui va paraître dans 15 ou 3 semaines, on parle d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a quelques mois d'ancienneté, où le siège de l'OTAN, alors l'OTAN c'est pas un État, mais c'est une organisation internationale, c'est un sujet du droit international, où le siège de l'OTAN en Belgique n'avait pas payé son fournisseur de carburant. Et les fournisseurs de carburant n'étaient pas belges, d'où le caractère international de la situation. Quels sont les remèdes qui sont à disposition du fournisseur de carburant pour être payé? Et quelles sont les règles qui définissent les juridictions compétentes et le droit applicable? Ça, c'est typiquement des questions qui sont des questions de droit international. Et ce qu'on peut retenir de manière simplifiée, schématique, c'est que les relations non paritaires, les relations inégales entre un État ou une organisation internationale et un particulier peuvent relever des règles du droit international privé tant et aussi longtemps que l'État agit comme un particulier, tant et aussi longtemps que l'État n'agit pas par exploitation directe de ses prérogatives de souverain, par exploitation directe de ses prérogatives de puissance publique. Un État agissant, je le dis en latin, iure gestionis, est ravalé au statut du particulier. Il bénéficie de ses immunités. Les immunités, elles sont les immunités de l'État. J'en parlerai peut-être, ça relève à la fois du droit international public et du droit international privé. Le vrai droit international général parle des immunités, cause de principe. Un État qui n'agit plus, comment dire, dans le prestige de ses missions régaliennes, mais qui se procure des imprimantes, qui se procure du carburant, il agit comme un particulier, il agit à fin de gestion, et il est traité par le droit, ou par le droit international, comme s'il était un particulier. Alors je disais tout à l'heure que les relations civiles transfrontières, les relations internationales entre particuliers, principalement régies par le droit privé. Ce dont on va parler, c'est d'un droit privé et d'une procédure civile internationalisée. Principalement du droit privé, alors pour l'occasion de préciser encore les choses. J'ai à côté de ces questions de relations, des contrats qui se nouent, les mariages mixtes, l'activité délictuelle qui peut naître d'un séjour à l'étranger. À côté de tout ce droit relationnel, il y a aussi des questions de statut. Un statut de qui? Le statut d'une... ça n'existe plus tellement, encore que le statut d'une vieille grand-mère façon 20e qui était française, qui n'a toujours été française et qui n'a jamais voyagé en dehors de France. Bon.
quels sont les problèmes statutaires de cette vieille grand-mère face au XXe siècle. Peut-être le statut des gens mobiles, parce que le droit international privé, ce n'est pas le droit civil des particuliers cosmopolites. Lundi à New York, mercredi à Acapulco, jeudi au Bagnard. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ces individus mobiles n'ont pas besoin de règles sur mesure? J'ai beaucoup de collègues qui considèrent que le droit international privé est devenu le droit des mobilités individuelles. Ceux qui sont mobiles par opposition à ceux qui sont statiques. Je suis pour ma part un peu prudent et un peu classique, sur ce point en tout cas. D'abord, je ne vois pas forcément la légitimité évidente de faire un droit sur mesure pour ceux qui bougent par rapport à un droit standard réputé plus exigeant pour ceux qui ne bougent pas. Par ailleurs, je vais en donner un exemple, il y a des mobilités voulues et il y a des mobilités subies. Imaginez que l'un ou l'autre d'entre vous, ou un de vos camarades, est demain ici à Paris un enfant qu'il n'a pas désiré, qui vient tout le monde, et que, par crainte, par difficulté à assumer, il se réfugie à l'autre bout du monde. Ils partent en Pologne, ils partent au Canada, ils partent en Amérique latine. Dans quel type de difficulté on va se trouver dans la difficulté d'un enfant qui a besoin. Ça s'appelle, on va dire depuis tous les temps, un problème d'habillement ou d'obligation alimentaire. Et ce problème d'obligation alimentaire va poser de très sérieuses difficultés de droit applicable, de procédure civile pour obtenir la contrainte, le recouvrement forcé des aliments par rapport à ce père, fuyard, ça c'était l'hypothèse classique, mais pourquoi pas cette mère, fuyard, ce parent, quel qu'en soit le sexe, qui n'assume plus ses obligations. Alors le parent, lui, il est mobile, mais l'enfant. Donc, ces relations qui, d'une certaine façon, ne sont pas purement internes, qui franchissent les frontières, qui les franchissent de manière réelle et physique, qui parfois les franchissent aussi de manière métaphorique. Je parlais tout à l'heure d'Internet. Des problèmes de statut, évidemment. Dans un contrat international, on peut se demander si, comme le moine Musquet a dit tout à l'heure, j'ai la capacité de décrire ce contrat, si la personne morale, le droit français, peut donner à l'étranger une garantie, une caution aval garantie non autorisée par le conseil d'administration. Est-ce que c'est pas possible en France? Est-ce que c'est possible à l'étranger? Vous voyez, évidemment, des questions statutaires qui sont parfois accessoires dans un contentieux, qui peuvent devenir principales. Bien, mais méfions-nous de cette idée que notre droit français se reconfigurerait avec deux sous-segments, le droit civil pour tout le monde et le droit civil spécial pour ceux qui sont mobiles. Outre les problèmes de légitimité démocratique de cette présentation des choses, je crois qu'elle est largement réductrice et trompeuse parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités à placer sous la bannière de la mobilité et il y a des gens qui subissent les complications juridiques de l'internationalité sans n'avoir même jamais bougé. Le droit des relations unissant les particuliers, première proposition, et dont les principales règles, qui sont des règles de droit privé, qui sont des règles de procédure, et dont les principales règles sont à l'heure actuelle, mesdames, messieurs, et là on commence à rentrer dans le monde intellectuellement compliqué, fixé par les États. Un grand paradoxe. Comment est-ce qu'on me l'a enseigné, comment est-ce que les collègues écrivent les choses? Le droit international privé. Quand il y a deux adjectifs dans une formule, il y a forcément un goût, il y a forcément une complexité. Ce qui fait que, même si je suis censé être un spécialiste de bon ou mauvais du droit international privé, je n'aime pas du tout l'intitulé de ma matière. Je déteste. Tout est compliqué, tout est faux. Quand il y a deux adjectifs, il y a un goût ou il y a un élément de complexité. On dit souvent, ça par contre c'est vrai, que le droit international privé
il est paradoxal, il est ambigu, parce qu'il est international par son objet, vous l'avez compris, international par son objet, parce qu'il saisit des problèmes internationaux, il saisit des problèmes qui ne sont pas purement locaux, nationaux. Il est international par son objet, transnational, cross-border, transfrontière. Mais il est national par ses sources. La bonne affaire. La bonne affaire. C'était très long ce matin, ça va m'excuser, je serai parfaitement rapide. Très long avant ça, je vais comme un moteur diesel. Et du coup, j'anticipe aussi beaucoup de choses qui vont venir plus tard. Ça veut dire que dans mon histoire de tout à l'heure, du moine espagnol défroqué, franchi les Pyrénées et qui veut se marier, ou qui s'est marié, et plus tard on se demande si ce mariage est valable, ce qu'il pouvait réellement contracter. International par son objet, on voit bien le litige international, un mariage mixte, une française, un espagnol, on se pose la question de la laïcité. Il est international par son objet, mais national par ses sources, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir une réponse française à la question de savoir si ce mariage est valable ou si c'est nul, et une réponse espagnole. Et il n'y a aucune raison a priori que ces réponses, je dis qu'elles pouvaient être différentes, que ces réponses soient coordonnées. Il y a un état d'être des élégances qui disent, mais je vous en prie, passez le premier. International par son objet, national par ses sources. Une grande tension dans notre matière, c'est comme ça que Bernard Audi ouvre son livre. On voudrait, l'idéal du droit international, c'est un idéal universaliste. On voudrait que les règles juridiques qui permettent de fixer le régime des relations privées internationales et des questions de statut de ceux qui se déplacent, qu'elles soient uniformes, qu'elles soient fixées là-haut. Ça, c'est l'aspiration universaliste. Puis il y a une autre tension, une tension locale, territoriale, ancrée au plus proche des réalités politiques. Et ça, c'est la tendance, elle est moins belle, pourtant elle est très réelle, c'est la tendance particulariste. Il y a le droit international privé français, il y a le droit international privé allemand et l'espagnol, et quand ils sont confrontés, eh bien, on n'est pas du tout sûr qu'ils aboutissent à la même solution. Les sources vives. Je dirai plus tard, la semaine prochaine, dans les sources que, évidemment, le droit international public dit des petites choses. Les sources vives, ce sont les sources édictées à l'échelon local, les sources étatiques. Les États agissant seuls, le droit international privé de la République française, n'est pas codifié, ou les États regroupés, les États mettant en commun certains régimes à travers des conventions bilatérales, des conventions multilatérales. Il y a un droit international privé conventionnel, mesdames, messieurs, à côté du droit international privé national, commun, DIP commun, DIP conventionnel. Et puis, il y a évidemment cette forme plus sophistiquée, mais qui n'est qu'un dérivé du droit uniforme posé par traité, qui est le droit uniforme des ensembles régionaux intégrés. L'Union européenne, dont on parlera ici, mais l'Union européenne n'est pas seule au monde. Et voyez-vous, je suis, à titre personnel, engagé dans un très intéressant projet d'écriture d'un code uniforme de droit international privé pour 17 États d'Afrique centrale, regroupés dans une autre organisation régionale intégrative, assez différente d'ailleurs de celle qu'est l'Union européenne. Ça s'appelle l'OADA. Voilà. Il peut y avoir, vous voyez, des fractions de règles, ou même des codes, qui peuvent être posées, pensées, au niveau régional. Voilà ce que je voulais dire.
de la définition de travail. Maintenant, c'est un deuxième point de la section première, les spécificités juridiques, l'originalité juridique et les objectifs. Le but du droit international, son but. Un grand auteur parisien qui, en 1950, a dit les choses avec une métaphore: faire vivre ensemble les systèmes juridiques nationaux, faire vivre ensemble. C'est un peu métaphorique, hein, la coexistence du droit civil français. C'est un peu métaphorique, mais c'est aussi un peu abstrait. Ouais. Je vais dire les choses de manière plus concrète, mais avec la même idée. Faire en sorte qu'une vie internationale soit juridiquement possible. Qu'elle soit reconnue comme un fait social légitime, à partir du moment où on ne se sert pas de l'étranger comme d'un instrument de fraude. Ça, c'est un vrai souci. Une vraie question. Pour ceux qui ont, comment dire, le droit fondamental chevillé au corps et une fibre politique, ça, c'est une vraie question. Je le dirai dans un instant. Mais reconnaître ce fait social légitime qu'est le déplacement à l'étranger ou la conclusion d'unions, de rapports particuliers avec d'autres que les nationaux, reconnaître la légitimité de ce phénomène social et faire en sorte que le droit puisse accompagner. Alors, et je vais développer là encore un peu cette idée, pour vous la faire mieux comprendre, je dirais pour ma part que le droit international privé a deux jambes, a deux piliers. Et le droit international privé, quand il est bien équilibré, quand il est bien fonctionnel, il ne se prend pas pour un ennemi jihadiste. Donc il ne privilégie pas, il ne fait pas considérer qu'une de ces deux jambes. Il y a deux jambes, il y a deux faces, il y a deux dimensions, il y a deux orientations que vous verrez dans les solutions positives. La face lumineuse, celle que tout le monde aime, celle qui n'a pas de problème évident de légitimité, l'articulation harmonieuse des droits nationaux. L'articulation harmonieuse des droits nationaux. On dit souvent que le droit international privé est un droit de coordination. Le droit français se regarde, il ne se regarde pas seul, il regarde aussi son environnement et il détermine lui-même, le droit français, la France détermine elle-même la juste part des situations qui lui reviennent et celles qui doivent revenir à l'étranger. Le droit international privé comme un droit de coordination. Les droits nationaux ne vivent pas dans l'autarcie, ils sont ouverts à la différence, ils sont ouverts à l'altérité, ils se regardent, ils acceptent de se déformer pour mieux fonctionner tous ensemble, pour s'emboîter les uns dans les autres. Et par exemple, sur un mariage, qu'est-ce que ça va donner, très concrètement? Sur un mariage mixte à Paris, une Chinoise épouse à Paris un Brésilien. La forme du mariage, ce sera le droit français. La capacité de madame à se marier, on en référera au droit chinois. La capacité de monsieur de se marier, on en référera au droit brésilien. Vous voyez comment le droit français, ici, se déforme, s'aménage, se limite. Parce que sur cette situation internationale, il ne considère pas le droit français qu'il est à tous égards mieux placé. La coordination, l'articulation harmonieuse, sans superposition, ça c'est l'idéal, on n'arrive pas toujours à le faire, sans superposition, sans chevauchement, sans application cumulée à une même question de deux droits nationaux.
La superposition, l'évitement des superpositions des cumuls, c'est quelque chose qui est très difficile dans la vie des entreprises. La vie des grandes entreprises. Les grandes entreprises sont un peu présentes partout. Et vous avez entendu parler des velléités expansionnistes dans le monde du numérique, en matière de fiscalité, mais dans beaucoup d'autres endroits encore, notamment notre grand frère, notre nord-américain, même s'il ne se sent plus tellement notre grand frère, même s'il n'est plus tellement intéressé par ce côté comment dire, de l'océan qui les sépare du reste du monde, notre grand frère américain, comme d'autres puissants dans le monde, aime concevoir une application généreuse de ces dispositifs juridiques contraignants, c'est l'extraterritorialité, les embargos, les mesures monétaires, etc., etc. Pour les entreprises, c'est très difficile aujourd'hui, le droit est défaillant, de se retrouver, comment dire, dans une position harmonieuse, tranquille, où la portée des différents droits nationaux est correctement conçue, de telle sorte qu'il n'y ait pas de vide, il n'y ait pas de lacune, mais surtout qu'il n'y ait pas de chevauchement. Quand les États-Unis édictent un embargo que nous, Européens, nous jugeons légitime, vous le savez peut-être dans l'enseignement du droit international public, eh bien, la réponse du berger à la bergère, c'est qu'on interdit aux entreprises européennes d'exécuter les embargos. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du sujet, du point de vue de la subjective? C'est que quand on regarde les choses de manière globale, on est confronté à des commandements juridiques contradictoires. Je respecte le droit américain, à ce faisant, je viole le droit européen. Je respecte le droit européen, à ce faisant, je viole le droit américain. Ça, c'est ce qu'on souhaite éviter, mais on n'arrive pas toujours. Cette face brillante, on s'articule, on se coordonne, on s'ouvre, suppose, je l'ai suggéré déjà, suppose que l'on accepte dans un pays donné, et rassurez-vous, tous les pays le font aujourd'hui. Le droit international privé n'est pas né hier. On accepte de relativiser son point de vue propre, ses évidences juridiques, pour laisser intellectuellement une chance, pour laisser pratiquement une place à un droit étranger qui, par hypothèse, n'est pas pareil. Le droit international privé, mesdames, messieurs, est une école de la relativité juridique. Il faut apprendre la relativité. Et ne le comprenez pas mal. On peut tous être plus ou moins maladroits avec l'emploi des mots. La relativité, ça n'est pas le nihilisme. Il n'y a plus de valeur, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus d'où je suis. Ce n'est pas cette version absolue du pluralisme, cette version absolue de la tolérance où tout se vaut, et où finalement on se fiche des solutions particulières. La relativité, le relativisme, ce n'est pas le nihilisme des valeurs, ce n'est pas le pluralisme absolu. C'est simplement une forme raisonnable d'adaptation, d'accommodement à la diversité. Et ça, mesdames, messieurs, sauf si vous avez déjà été formés dans d'autres facultés que celle-ci, au droit international privé, ça, ou alors si vous êtes des adeptes d'anthropologie juridique, ça, vous n'y avez pas été jusqu'alors véritablement formés. Vous êtes entrés au droit avec un biberon kelsénien, la hiérarchie des normes, les normes fondamentales, la Constitution, les recours, etc. Tout est arithmétique. Ah, on peut douter dans l'instant de la bonne solution juridique. Mais il y en a une, c'est certain, et il n'y en a qu'une seule. S'il y a des conflits, il y a des juridictions, il y a des autorités pour les évacuer. Bon. C'est cette vision simplifiée des choses que l'international et l'international privé va vous aider à dissiper. Et pour votre grand bien. Pour votre grand bien, parce que,
je le dirai tout à l'heure, c'est la partie et de formation et autopromotionnelle de cette discipline. J'ai la chance de vous avoir largement réunis aujourd'hui, pas privé. La matière, comment dire, connaît un succès, la matière a une importance, pas simplement établie, mais pas simple. Je me suis engagé là-dedans, je vous fais cette confidence, je me suis engagé là-dedans un peu avant l'an 2000. Je m'y suis engagé parce que j'avais fait des études à l'étranger, je m'y suis engagé parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont fait naître le goût, et puis parce que je trouvais que c'était intellectuellement plaisant. Quand mon directeur de thèse dans cette maison m'a dit un jour, est-ce que vous voulez faire une thèse sur le droit technique des fusions, je lui ai dit non merci, monsieur le professeur, essayons plutôt de trouver quelque chose en droit international privé, c'est moins réglementaire, c'est plus intellectuel. J'étais loin d'avoir, avant l'an 2000, j'étais loin d'avoir imaginé le développement que cette spécialité connaît aujourd'hui. Donc je suis tombé sans savoir, en demi-conscience, dans un chaudron extraordinairement fertile. Et votre génération ne pourra pas se permettre, votre génération de juristes haute couture, ne pourra pas se permettre de ne pas maîtriser cette discipline. C'est un élément de plus pour être intéressé et actif dans votre formation. Alors, la phase brillante, la coordination, on relativise, on remodèle, c'est bien tout ça. Et quelle est la face sombre de la médaille? Quelle est la deuxième jambe? C'est la face inverse, comme souvent dans les problèmes compliqués. Il y a un pilier, je suis toujours taxé d'être dans ce pilier-là. Je pense être plus équilibré et plus complexe que les caricatures qu'on donne parfois de moi. Il y a un pilier protecteur, il y a le pilier défensif, notre bébé qui crie la feu, qui a du mal à les retrouver, à obtenir 250,25 €, comment dire, de son parent qui s'est réfugié à l'autre bout du monde, qui a refait famille, qui s'occupe de sa nouvelle famille. Parce que là, l'objectif premier, c'est il ne faut surtout pas trop l'ennuyer, vous savez, il est mobile. Non, ici c'est tout simplement que, comment dire, on est au contact en France avec une situation de détresse, avec une situation urgente. Notre droit recèle des instruments. Il y a des valeurs qui sont incarnées dans notre droit. La protection donnée à la personne, enfant ou non, dans l'état de nécessité. Il y a des régimes. Et en fait, la seule chose qu'il va falloir faire ici, c'est faire en sorte que ces régimes puissent se propager de la manière la plus efficace possible. Et on ne l'entend pas comme ça en Inde, de l'autre bout du monde, c'est leur problème. Ce pilier, vous voyez, ce pilier protecteur et défensif, là, je le concrétise sur une situation particulière. Le droit international privé n'est pas que le libéralisme, n'est pas que l'édulcoration des interdits locaux. Parfois il y a des interdits locaux, parfois il faut les affirmer. Je l'ai dit de manière concrète sur le cas d'un enfant, mais je peux le dire de la même façon, ce n'est pas un nouvel argument. C'est la même chose, je l'ai dit d'une autre façon. Je peux le dire du point de vue des politiques juridiques. Et là, je vais vous demander d'être accrochés et de surtout prendre les choses, je vais le dire de manière compacte, mais surtout prendre les choses avec beaucoup de relativité de mesure. Je ne juge, à titre personnel, je ne juge jamais l'état de pertinence d'un droit étranger et l'état de pertinence même de mon propre droit, quand ce n'est pas des questions techniques. Ben voilà, c'est mon point de vue à moi, c'est mon point de vue citoyen. Estime-t-on opportun en France de reconnaître systématiquement les réputations unilatérales de la femme par le mari parce qu'elles ont été prononcées à l'étranger? Veut-on admettre en France, et encore une fois, ce ne sont pas des questions rhétoriques, parce qu'en plus je vais vous apprendre au cours de ce semestre que parfois les réputations, on les reconnaît. Veut-on généralement reconnaître une réputation étrangère, unilatérale, que nous ne connaissons pas, parce qu'elle a été prononcée à l'étranger, que la situation est internationale, et que peut produire des effets chez nous maintenant? Veut-on reconnaître un mariage polygamique sur le sol français parce qu'il
qu'il a été contracté à l'étranger et que maintenant les gens vivent chez nous, peut-on admettre qu'une famille en France n'ait pas la possibilité d'adopter parce que la loi nationale étrangère ne le permet pas? Et en sens immédiatement inverse, mesdames, messieurs, et encore une fois, personne ici ne doit se sentir agressé dans ses convictions, dans ses traditions. Je pose simplement la question, et la question est à hauteur de politique. Et vous vous doutez bien qu'elle peut avoir ses conséquences juridiques techniques. Veut-on, nous autres Français, conçoit-on qu'un pays étranger comme le Maroc, par exemple, considère-t-on qu'il est juste, qu'il est naturel, qu'il n'est pas problématique, que les GPA américaines soient reconnues partout dans le monde, et notamment dans des pays confessionnels qui ne la reconnaissent pas? Veut-on que les mariages entre genres de même sexe qui se sont répandus, par exemple, chez nous ou dans d'autres pays développés du nord du monde, soient automatiquement reconnus? Ceux qui sont partis à ces mariages, on le souhaite. Et on le leur souhaite. Pour la tranquillité de leur vie personnelle, bien sûr, au niveau individuel. Mais peut-on concevoir que, vous voyez, cette fluidité des situations juridiques pose politiquement problème? Et que veut-on concevoir, moi je pense que je dis les principaux exemples, en tout cas les plus flagrants, on en rencontrera d'autres en cours de route, peut-on concevoir, peut-on admettre que des sociétés particulières organisées en État, que des sociétés particulières organisées en État, aient des valeurs propres et entendent parfois leur laisser la priorité? Et là, on retrouve une institution que vous connaissez de vos études juridiques générales, mais qui est une institution qui va prendre une couleur particulière chez nous. C'est quoi cette institution? C'est l'ordre public. La conception locale et macroscopique des valeurs indémontrables de la vie dans telle ou telle société particulière. L'ordre public. L'ordre public a son mot à dire dans le droit des relations privées internationales. Comment on gère cet ordre public? Comment on gère le conflit des ordres publics? Ça, c'est une question technique et politique. Mais ne croyez pas que le remède soit nécessairement toujours celui ça vient de l'étranger. C'est forcément mieux, ou au moins c'est bien que c'est chez nous. Donc parfois, il y a aussi, il y a ce pilier généreux. C'est étranger, c'est différent, et si ça ne me gêne pas, je me dévore, j'aménage, j'assouplis mon droit. C'est ce côté libéral ou libéralisateur du droit international tel qu'appliqué dans le droit civil ou dans le droit commercial. Mais parfois, si on n'admet pas ça, là on tombe dans le relativisme et dans le pluralisme qui devient ingérable, parce qu'encore une fois, on ne sait pas qui on est et, comment dire, on ne sait plus ce qu'est notre droit, qui s'applique. Il y a des interdits essentiels, il y a des choix de société qui, dans certaines situations particulières, seraient-elles internationales, ces situations qui, dans certaines situations particulières, ne supportent pas la miséricorde. Mais si vous avez compris ça, pardon de l'avoir dit avec un peu d'emphase, à l'heure du matin, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup des problèmes, beaucoup des complications aussi, que l'on apprend à gérer en droit international privé. L'ordre public, c'est une institution transmatière. Nous l'appelons l'ordre public international, ou l'ordre public au sens du droit international privé, c'est-à-dire dans le vocabulaire, l'ordre public international. Pourquoi on appelle ça l'ordre public international? Pour le distinguer de l'ordre public interne. Pour dire, c'est un ordre public spécial. C'est l'ordre public spécial que l'on oppose aux relations étrangères, aux relations privées transfrontières. Bien. Donc il est question d'ordre public. Il est question aussi, mesdames, messieurs, de lutte contre la fraude. C'est déplaisant de le dire, mais c'est une réalité. À une certaine époque, et là on est en marge de la fraude au mariage blanc, les faux mariages internationaux pour acquérir des droits sociaux. Aujourd'hui encore, faut-il parler de fraude? Je n'en sais rien. D'ailleurs, certaines solutions positives
tente à démontrer qu'il ne s'agit pas de fraude, mais disons les manœuvres astucieuses de contournement des interdits locaux. Le droit français de la famille ne me plaît pas. Bon, bah, plutôt que d'y résigner pour Béléchine, je vais dans ce qui représente pour moi le paradis du droit de la famille et de la filiation, etc. Je vais constituer mon statut familial en sur-mesure, mais pas pour vivre là-bas, pour revenir vivre à Paris. Parce que malgré les restrictions, comment dire, la circulation possible, c'est quand même agréable d'être à Paris. Bon. Est-ce de la fraude? N'est-ce pas de la fraude? Est-ce qu'on peut concevoir que le droit local, vous voyez, veille à ne pas être trop facilement désactivé? Sur ces questions de GPA, par exemple, la Cour de cassation française a très longtemps résisté, à peu près pendant une décennie. Les problèmes sont redevenus saillants vers 2007-2008. Là, il y a eu à peu près 10 années, la Cour de cassation a dit non, attendez, les GPA américaines, c'est totalement contraire au principe de la disponibilité du corps humain et de l'état civil, nous ne reconnaissons pas. Ça, c'était une solution de droit international privé. Vous allez en comprendre les ressorts techniques, dans mon secours. Nous ne reconnaissons pas. Non pas parce que c'est contraire à l'ordre public interne français, mais parce que ce sont des valeurs que nous projetons aussi et par nécessité sur les relations qui sont partiellement ou intégralement internationales. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé sur ces questions d'état civil, de GPA à l'étranger, vous le savez tous. Ça, c'est comme Johnny Hallyday, c'est du droit international privé qui est descendu dans la grande presse, avec beaucoup de déformations, comment dire, qui l'accompagnent inévitablement. Eh bien, pour neutraliser la neutralisation, pour neutraliser la fraude ou l'exception publique, on est allé chercher la contre-torpille, et la contre-torpille, c'est quoi? C'est l'argument droit de l'homme. Et donc, on a élevé le conflit dans l'ordre régional européen, mais j'ai un droit à la vie privée et familiale qui s'est comme concrétisé, cristallisé ailleurs dans le monde, et que la France doit féconder, prolonger, qu'elle ne peut pas entraver. Et sa solution de reconnaissance à la France affecte mon droit à la vie privée familiale. Et la Cour européenne des droits de l'homme a fini par donner raison à cet argument, mais de manière beaucoup plus prudente. Moi, je ne suis pas un grand ami dans ma discipline. Je reconnais les mérites de cette institution, mais moi, dans ma discipline technique, les débuts de fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas été très brillants. Mais quoi qu'il en soit sur cette question, la Cour européenne des droits de l'homme a été très prudente. Et d'ailleurs, elle n'a pas pu se retrouver très très prudente. Elle a dit d'abord que les parents se taisent. Ce n'est pas les droits fondamentaux des parents. Les parents, ils ont optimisé leur situation juridique. Pour moi, le droit des parents, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'a commencé par dire la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je l'ai applaudi de manière très brillante, parce que pour beaucoup de bons esprits, parmi mes collègues, c'était quelque chose qui était, comment dire, totalement irrecevable. La Cour européenne a dit, moi, je m'intéresse aux droits fondamentaux de l'enfant. Et il n'y est pour rien, cet enfant. Il est venu au monde dans un contexte donné, il n'y est pour rien. Et lui, il a, évidemment, il est exempt de fraude et il a un droit à la vie privée et familiale. Et la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez peut-être ce qu'elle a dit techniquement. Elle n'a pas dit « je reconnais les parents juridiques tels qu'ils ont été inscrits sur l'acte d'état civil américain ». Il y a deux maires sur le papier d'état civil chez la Cour européenne n'a pas dit « vous devez reconnaître deux maires ». La Cour a dit, se fondant sur une approche un peu biologique des choses, s'il y a une filiation biologique, vous ne pouvez pas empêcher l'enfant de la faire reconnaître. Donc quand par exemple, dans un couple d'hommes cette fois-ci, il y a un des deux pères qui est le donneur du matériel, mais le père biologique, et son titre, sa filiation ne peut pas être entravé. Et puis la Cour de cassation, ça ce sont des vertus, des vices, comment dire, de la façon dont on reçoit dans la jurisprudence interne, les jurisprudences internationales. La Cour de cassation a fait tâche d'huile. Elle est allée beaucoup plus loin que ça. Elle a fini par dire bon, bah, allez, on arrête, c'est fini, j'ai compris. Je
Je n'ai plus les marges de manœuvre à cause de l'argument droit de l'homme, donc maintenant je reconnais, comment dire, toutes ces filiations et biologiques et aussi purement juridiques constituées. Ce qui est très intéressant là, dans cette séquence jurisprudentielle qui a duré 10 ans et que je vous ai retranscrite dans les grandes règles, l'affaire Ménesson, M-E-2-N-E-2-S-O-L. Alors, moi j'ai pris publiquement des positions techniques plutôt défavorables à la thèse de ces époux Ménesson. Mais j'ai toute la sympathie, toute la compassion pour les gens, qui était un couple, comment dire, français de personnes infertiles, qui ont eu recours à cette technique et qui ont fait de leur vie le combat de la reconnaissance de la filiation de filles qui vivaient avec eux. Vous voyez, le niveau individuel et non juridique, c'est celui de la compréhension et de la tolérance. Mais la question est dangereuse. Est-ce que, quand on n'arrive pas à constituer une filiation en France, quand on vit en France, est-ce que tout détour à l'étranger est permis? Et est-ce que la fraude ou l'ordre public peut être neutralisé par l'invocation, comment dire, au nom de la priorité des traités internationaux des droits de l'homme? Ce disant, j'ai largement empiété, et je vais finir par là, on va faire une petite pause à Paris 2 pour ceux qui sont des nouveaux. Qui ici n'est pas de Paris 2? Qui ici fait sa rentrée à Paris 2? C'est passionnant, bravo, félicitations. Bon, vous voyez, ça c'est. Alors c'est triste pour nos étudiants. Et qui est de Paris 2? Voilà, quand même, bon. Voilà, ben, vous allez tous vous mélanger, ça va être formidable. Ça pour moi, c'est un motif de réjouissance, c'est un motif de tristesse pour les bons étudiants parisiens militants qui sont partis ailleurs, c'est un élément de réjouissance. Je ne sais plus pourquoi je ne vais pas. Oui, à Paris 2. Et à Paris 2, si, bien sûr, des droits fondamentaux des étudiants, les libertés syndicales. Mais ce que je veux dire là, ce n'est pas un droit fondamental, c'est pas. On est dans l'ordre des traditions. Laissé à l'appréciation du professeur. Généralement, on fait des cours de plutôt 50, 53 minutes. Généralement, on fait plutôt une pause de 5 à 10 minutes. Voilà. Ça va venir, mais moi, vous voyez, quand je suis lancé, la pause peut venir au bout d'une heure 10. Il ne faut pas s'en formaliser. Je finis cette première section avec quelques éléments complémentaires, les caractères de notre discipline, quelques adjectifs qualificatifs que je vais expliciter. Je reprends toujours les mêmes, à quoi bon les changer s'ils sont bons, s'ils sont parlants. La discipline est ancienne. Le fait qu'elle soit ancienne, ça doit vous faire comprendre que, comment dire, elle a un fond de légitimité. Hein. C'est pas une matière accidentelle. Vous voyez, quand on dit, quand mes collègues viennent me dire, il faut absolument créer, je vais faire une sortie qui va pas faire ça. Quand on dit, mais il faut absolument créer un cours de droit du numérique. Ou un cours de 36 heures de droit des données personnelles. Oui, c'est intéressant, c'est bien. Mais sur les données personnelles, je vois bien, il y a un règlement européen, un régime. Droit des données personnelles, c'est il y a 30 ans. Ça a 30 ans d'existence. Avant ça, c'était le droit de la vie privée. Hein. Et les problèmes de respect de la vie privée se posaient aussi dans le monde non numérique. Là, nous, on ne parle pas de 30 ans. On parle de millénaires. Hein, c'est au moins, une des datations sérieuses de notre matière, c'est au moins le Moyen-Âge très ancien. L'Italie, les 12e et les 13e siècles. Et il y a des inventions scientifiques ou des observations qui ont été faites par les Juifs de l'époque qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Oui, sur le numérique, bien sûr c'est important, bien sûr qu'il y a des débouchés pratiques, mais quelle est l'originalité authentique de cette discipline? En quoi, comment dire, elle est plus que l'addition de certaines réglementations particulières et en quoi, au fond, elle naît, se distingue vraiment de toute projection pratique du droit des contrats, du droit des obligations, du droit administratif. Bon. C'est une matière ancienne, et dans son domaine fondamental, elle est aussi vieille, mesdames, messieurs, que l'autre expression que le phénomène des frontières. Le phénomène des frontières, c'est un phénomène administratif et politique. Alors les frontières n'ont pas toujours connu leur incarnation d'aujourd'hui. La frontière, ce n'est pas nécessairement un poste de douane. Il y a des époques encore
crois, au XIXe siècle, où l'élite bourgeoise et cultivée se promenait en Europe sur passeport. Vous voyez, les frontières n'ont pas toujours eu la même incarnation. Mais c'est ce phénomène des frontières, en tout cas en ce qui délimite par la géographie la sphère, le domaine des puissances politiques, ça a toujours existé. À l'échelon équivalent de celui des États d'aujourd'hui, dans les monarchies, dans les empires, à l'échelon infra-étatique, dans le système féodal français, il y avait, vous savez, une interpénétration des pouvoirs politiques, et donc il y avait une multiplication des frontières. Il y avait des frontières intérieures, il y avait des frontières entre le duché de Bourgogne, où j'ai grandi, et les duchés ou les seigneuries adjacentes. Bon. Donc, les problèmes que l'on traite sont une conséquence du défaut d'unification mondiale du droit. Il n'existe pas aujourd'hui de droit mondial privé. Tant qu'il n'existe pas de droit mondial privé, de droit absolument unifié, eh bien, les problèmes de fraction, de friction, les problèmes d'articulation, les entrechocs, les conflits en tout genre, parce qu'un des mots importants de la discipline, c'est le mot de conflit, eh bien, ces conflits existent et il faut les résoudre avec les outils du droit. Qui étaient les individus qui, autrefois, étaient confrontés à ces règles particulières? De manière schématique, le Gotha, les riches et les puissants, dans les grands arrêts, ça regorge de princesses, et le prince, plus ou moins fantasque. Et puis il y a aussi, comment dire, le Gotha démocratique du XXe siècle. Vous avez, par exemple, un magnat du pétrole sud-américain, M. Antenor Patino, qui à une époque avait épousé une descendante ou une héritière du trône d'Espagne, et qui l'a copieusement maltraité pendant son mariage, et copieusement trompé, et qui aura donné lieu dans les années 70 au divorce international le plus retentissant. Donc, mais ce droit international privé de toute époque, des princes et des princesses, du Gotha, grandes affaires, la future reine d'Angleterre, Kate, photographiée topless, dans une propriété du sud de la France. Qu'est-ce que ça fait? Ça pose des problèmes de protection de la vie privée, et dans un contexte international, parce que c'est le droit de Québec, parce que c'est le droit français qui s'applique. Et qu'elle juge la duchesse Kate, je suppose que c'était duchesse de l'époque, peut-être saisir. Et donc, il y a ce droit plutôt anecdotique, ce contexte d'application plutôt anecdotique, mais vous l'imaginez aussi, les mobilités se sont transformées. Elles sont devenues plus massives. Pensez à la façon dont vous passez vos vacances par rapport à vos arrière-grands-parents, peut-être, ou vos grands-parents du XXe siècle. Moi, ma grand-mère n'était jamais sortie de France. Mes enfants qui ont 10 ans sont au moins sortis 4 ou 5 fois. C'est EasyJet, c'est Ryanair. C'est de l'intoxication sur les plages, comment dire, grecques, avec, comment dire, cette déformation professionnelle, et tout de suite la question de savoir où l'on peut porter le recours. L'accident de circulation avec la voiture de location. Et puis il y a des problèmes structurels, et qui eux sont, parce que là je parle des loisirs, mais des loisirs tout très vite tournés au drame, bien sûr, et je parle aussi des situations plus douloureuses, plus dramatiques et plus massives, comme celui des migrations. Les migrations du travail, conséquence des disparités de développement, migration du travail que la France a appelée à l'issue de chacune de ces grandes guerres pour reconstruire le pays, l'émigration italienne à la fin de la Première Guerre mondiale, l'émigration, comment dire, algérienne, marocaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'émigration du travail et l'émigration de causes politiques ou humanitaires. La France, je vous abstiendrai de qualifier, je resterai au début, la France n'accueille beaucoup, quantitativement parlant. Mais vous avez tous en tête les drames récents, la Syrie, etc. Ces afflux par
par bateau, par terre, la Syrie, l'Afghanistan. Donc de toutes ces familles, de tous ces individus qui ne peuvent plus simplement vivre là où ils se trouvent dans leur état national et qui cherchent, c'est bien légitime, un refuge à l'étranger. Alors là, il y a des questions de droit administratif, très largement en dehors de la compétence. Comment ils entrent, quel papier on leur donne, etc. Comment ils reconduisent s'ils sont pas entrés. À quel guichet, à quel bureau il faut aller toquer pour se voir reconnaître ce statut. Et il y a des questions de droit civil, parce que, comment dire, quand ils arrivent en France, hein, c'est pas la remise à zéro de leur état civil. S'ils sont mariés, on va reconnaître leur mariage. Ah, et si le mariage est atypique, on va peut-être le reconnaître quand même. Donc, ancienneté, même si vous voyez la sociologie des clients, des usagers, ceux à qui le droit de la santé s'applique, elle a marqué. Et je finirai par là, à ces exemples, cette ancienneté, une matière qui est, et je récapitule ce que j'ai dit longuement en ligne fin ce matin, une matière qui est fondamentale et originale. Pourquoi est-elle fondamentale et pourquoi est-elle originale? Elle est à raison de la singularité des problèmes posés. Elle est à raison de la singularité des problèmes posés. Notamment, nous l'avons découvert jusqu'alors, et après la pause, nous vous montrer d'autres, notamment les conflits de loi dans l'espace, les conflits internationaux de loi, deux appellations qui sont possibles, qui permettent de distinguer les conflits de loi dans l'espace, les conflits de loi dans le temps. Conflits de loi dans le temps, programme de première année, un régime juridique est abrogé, le législateur y substitue un régime juridique nouveau, mais les situations sont à cheval entre le droit ancien et le droit nouveau. Quelle partie de la situation juridique ressortit au droit ancien? Quelle partie ressortit au droit nouveau? Ça, c'est les conflits de loi dans le temps. Et on a une boussole unique pour les résoudre. Les règles françaises du droit transitoire. Et on a des instances juridictionnelles uniques en cas de difficulté. Donc les conflits de loi dans le temps, ils reçoivent une solution absolue, nette et tranchante. Même si c'est peut-être subtil et incertain avant qu'elle soit prononcée, cette solution, arrêtée par un juge. Les conflits de loi dans l'espace, ça n'est pas pareil. Et si vous venez là pour avoir, sur des questions de conflits de loi dans l'espace, des réponses, comment dire, prêtes à l'emploi, nettes et simples, polyvalentes, et bien vous n'avez pas toqué à la bonne porte. Les vrais internationalistes, moi j'espère après 20-23 ans de dur labeur, j'espère être un internationaliste. Pas exclusivement, j'espère être aussi. Les vrais internationalistes ne sont pas, mesdames, messieurs, des juristes du monde, capables de dire d'un coup d'un seul, pour toute situation, voilà comment ça se passe un mariage international. Ça doit se faire dans tel pays et pas dans tel autre, et on applique telle loi et pas telle autre. Non. Si vous commencez à aborder cette discipline de la résolution des conflits de loi dans l'espace avec une optique universelle des juristes du monde, vous vous placez en haut, vous vous placez en orbite, mais ce point de vue orbital, ce point de vue de Sirius, lunaire, il n'est pas juridiquement pertinent. Donc, l'originalité des problèmes, les conflits de loi dans l'espace, il y a aussi des dérivés de ces conflits de loi dans l'espace, je vous dirai après la pause, et d'autres types de conflits. Nous, on aime les conflits. Et les conflits, c'est pas les conflits humains ici, c'est les conflits à la deuxième puissance entre régimes juridiques, etc. C'est des conflits purement. Je sais que c'est une matière, comment dire, de pur juriste, et qui plaît ou qui déplaît, ça passe ou ça casse. Des problèmes spéciaux, des conflits de loi, et d'autres conflits, je ne sais pas pour l'instant, des conflits qui renferment, vous l'avez compris, des divergences de point de vue
des divergences de point de vue, le point de vue de la France, le point de vue de l'Espagne, des divergences de point de vue, et qui induit un réflexe méthodologique, et ce réflexe méthodologique, c'est celui de l'esprit de relativité. D'où est-ce que je m'exprime? Si je m'exprime de France et d'Europe, je ne vais pas forcément dire la même chose à propos de cette situation que si s'exprime un juriste qualifié du Japon ou un juriste qualifié de l'État de New York. Bien. Et quels sont les débouchés? Et là, on va faire la pause. On va une toute petite queue de service, le cours, après, ce sera petit. Quels sont les débouchés? Je vais le dire brièvement. Le contentieux, bien sûr, tous les grands cabinets parisiens de grande taille, le M&A aussi, le Magic Circle anglais, Linklaters, White & Case, Clifford Chance, etc., dont le cœur du métier, il y a beaucoup d'affairistes dans la salle, cette faculté a une certaine réputation au droit des affaires, c'est heureux, pas simplement des affaires. Bien. Donc, le M&A, l'antitrust, etc., tous ces départements, tous ces cabinets ont un département de contentieux. Et qu'est-ce qu'on a dans un département contentieux d'un cabinet d'affaires? Pardon, pas le sud des affaires, mais aussi d'autres types de contentieux. Les contentieux de famille, et les cabinets aussi de petite taille, franco-allemand, franco-espagnol, etc. Les gens qui sont spécialisés dans la protection internationale des enfants, dans le divorce, etc., etc. Dans le droit. J'ai connu un jour un avocat qui était l'avocat de Boeing et qui faisait que des crashs aériens. Il n'a pas beaucoup d'occasions de travailler, et Dieu merci. Par contre, quand il a un dossier, ça s'occupe pour la moitié de sa vie professionnelle. Et dans les cabinets, dans les grands cabinets, qu'est-ce qu'on a dans un département contentieux? Schématiquement, on a au moins deux pôles. Un pôle pénal et assimilé, contentieux répressif, droit pénal et autorité de régulation. Et un autre pôle, contentieux civil et commercial, et parfois arbitrage. Et le contentieux civil et commercial, si vous voulez, pour des clients américains, des entreprises de grande taille, il y a toujours une dimension internationale. Et donc, moi, mes étudiants, quand ils ont été bien formés, comme ça, bien fait, des débouchés dans le contentieux judiciaire, et dans le contentieux privatisé, quel arbitrage? Qui ici n'a jamais entendu parler d'arbitrage? C'est pas une honte. Personne. Qui a eu un cours d'arbitrage? Voilà, quasiment personne. Donc, vous en avez entendu parler, mais alors, ici à Assas, on présente l'arbitrage international dans le cours de droit du commerce international au second semestre. Et ensuite, en Master 2, il y a des cours spécialisés d'arbitrage. Bon. Mais qu'est-ce que l'arbitrage? C'est une justice privée. Les parties se mettent d'accord sur leur juge. Qui c'est leur juge? Ça peut être les bouchers du coin de la rue, l'expert comptable, le professeur de droit, l'avocat. Mais il est juge parce que c'est lui et parce que c'est nous. Ah oui, d'accord. Et puis il statue. Qu'est-ce qu'il applique comme acte de droit? Celle qu'on lui demande d'appliquer. Vous voyez, l'arbitrage, c'est la justice libérale de la vie des affaires, du sur-mesure, du standard, du confidentiel et du payant. Et ça fait beaucoup, évidemment. Donc, et l'arbitrage, il y a un tour de main en arbitrage. Il y a des règles spécifiques qu'on découvre dans un chapitre de droit des commerces international dans un cours dédié. Il y a des règles spécifiques, je vais parler ici très peu d'arbitrage, parce qu'ici on va présenter, comment dire, la matière dans ses plus vastes proportions. Mais en fait, en termes de complexité juridique, c'est moins que ce qu'on va voir ici, dans le contentieux étatique. Donc, contentieux international, gros débouché, contentieux international de la famille civile et commerciale, étatique, arbitrage, ça, c'est les débouchés évidents. Et ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est que le droit international privé ne se réduit pas au contentieux. Ne se réduit pas au contentieux. Et il y a donc une utilité, peut-être secondaire, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas faire de l'international tous les jours, mais il y a une utilité accessoire complémentaire pour des juristes professionnels qui sont des juristes du conseil, et non pas des juristes du contentieux. Conseil en cabinet d'avocat, conseil en entreprise.
libérale dans le cadre des notaires. Les avocats, les juristes d'entreprise, les huissiers, les notaires rencontrent le phénomène des frontières. Bon, des huissiers qui vont saisir à l'étranger, c'est encore rare. Mais ils rencontrent tous plus ou moins le phénomène des frontières et ils se posent tôt ou tard cette question simple. Bon, moi je suis notaire, je suis huissier, je connais plutôt bien les règles qui s'appliquent à moi en circonstances ordinaires en France. Mais là, devant les yeux, j'ai une circonstance extraordinaire. C'est que l'affaire est imprégnée d'internationalité. On a un mot que vous pouvez noter pour décrire ça, qui n'est pas beau, mais qui est précis. L'affaire présente un élément d'extranéité. L'extranéité, c'est la même principe que l'étranger. Tout n'est pas franco-français. Il y a l'internationalité présente dans le cas où on l'anticipe. Moi, je commence à être déjà dans le grand âge, j'étais un vieux schnock, méfiant. J'ai une petite fille de 10 ans, elle va peut-être dans 15 ou dans 20 ans pouvoir se marier. Et peut-être je me dirais, mais attends, il faut peut-être anticiper l'hypothèse où elle épouse un étranger, mais elle épouse un Français et elle va à l'étranger, elle se fait dépouiller à l'étranger. Comment est-ce qu'il faut structurer le régime matrimonial et la succession par anticipation? Vous voyez, c'est des esprits de juristes absolument terribles. Je ne sais pas comment on raconte ça en marge, comment dire, de l'instance de fiançailles ou autre. Mais on anticipe l'internationalité, elle n'est pas présente, mais son cadre international, ils vont peut-être être expatriés. Comment ça va se passer? S'il y a un décès, s'il faut liquider un régime matrimonial initial français. Voilà. Donc, dans la vie non contentieuse, le droit international privé est pertinent à chaque fois que l'on s'intéresse au champ d'application spatiale de la législation française. Et à chaque fois qu'on se pose des questions de l'ordre de l'efficacité des montages, des arrangements qui ont été trouvés, l'efficacité dans le futur et à l'étranger. Si certains d'entre vous à l'avenir sont spécialisés en données personnelles, en entreprise ou en antitrust, vous travaillez pour un acheteur, vous ne serez pas confronté dans toute votre vie à un seul droit des données personnelles ou à un seul droit antitrust. Parfois, on va vous dire, est-ce que cette situation relève plutôt de notification aux États-Unis ou plutôt de notification en France? Ou est-ce qu'elle relève de notification simultanée dans les deux pays? Bien. Comment vous allez faire pour répondre à ces questions? Vous allez aller examiner les législations. Et si vous allez vous poser cette question simple, à quelle situation internationale cette législation entend-elle s'appliquer? Vous allez donc essayer d'identifier, parfois c'est clair, parfois c'est simplement sous-entendu, vous allez essayer d'identifier le champ d'application internationale de la législation particulière que vous devez adapter. À quoi ça sert d'être une star du droit français des OPA? À quoi ça sert d'être une star du droit boursier, du droit des données personnelles, du droit d'antitrust? À quoi ça sert de connaître par cœur le champ d'application temporel, matériel et de connaître la partie des autorités quand on n'est pas au clair sur le comportement international de tel morceau de notre législation? Donc voilà à quoi sert le droit international privé dans une pratique de juriste non contentieux. J'ose dire ici, que pour votre génération, moi, ma génération et ceux qui m'ont précédé, on avait le droit de détester le droit international privé à la fac, comme on détestait le droit administratif, comme certains pouvaient détester le droit administratif, ou comme moi j'ai détesté le fiscal, on avait le droit, et on faisait de belles carrières. Et moi aujourd'hui, dans ma vie privée, je suis très souvent sollicité diverses, par des praticiens, parfois d'excellents praticiens, et dans des dossiers de taille variable où les avocats disent nous c'est joker, on ne sait pas trop. Dites-nous donc comment il faut piloter l'aspect international de cette situation. Dans des affaires qui n'ont pas la notoriété de la succession de juridique, qui sont, on va dire, souvent tout à fait passionnantes. Donc le droit international privé sera